Voici l'histoire de la ville de Montréal. Bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Andy Longane et je suis créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal. Avant de commencer, c'est important de vous abonner et surtout de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Montréal, Québec. Constituée en tant que ville en 1832, la ville de Montréal a une population de 1 762 949 habitants et recensement de 2021. Des 1 704 694 habitants, recensement de 2016. Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et le lieu de résidence de près de la moitié de la population du Québec. La métropole de cette province est demeurée la ville la plus populeuse du Canada pendant un siècle et demi. Elle est située dans le sud-ouest du Québec, sur l'île de Montréal, au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Montréal endosse à la fois les titres des grands centres industriels, des métropoles financières et commerciales, ainsi que des têtes des ponts ferroviaires et maritimes. Elle compte également parmi les centres de la culture francophone en Amérique du Nord. Considérée comme l'une des grandes villes du monde, elle jouit d'une renommée internationale. Peuplement. Les Iroquois du Saint-Laurent ont habité ce qui est actuellement l'île de Montréal et ses environs pendant longtemps. Ça, c'est important à savoir. Cette île constituait un bon site de peuplement en raison de la proximité de ses ressources naturelles. De plus, le fleuve Saint-Laurent et les rapides de la Chine obligeaient les voyageurs à s'y arrêter pour décharger leurs bateaux. En 1535, les navigateurs français, c'est quoi son nom? Jacques Cartier a visité Hochelaga, l'un des villages iroquois. Cette vaste agglomération s'est composée d'une cinquantaine de maisons longues. Sa population, qui atteignait près de 1500 habitants, s'est concentrée au pied du Mont-Royal, petite montagne d'origine volcanique. Les résidents d'Hochelaga vivaient principalement de l'agriculture, mais ils consommaient aussi du poisson et du gibier. Les Iroquois du Saint-Laurent formaient une nation distincte. Pour des raisons qu'on ignore, mais qui pourraient inclure des maladies d'origine européenne et des guerres contre d'autres groupes, ils ont disparu à la fin du XVIe siècle. Les Iroquois. La fondation de Montréal, parfois appelée Ville-Marie, remonte à 1642. Cette colonie missionnaire, dirigée par Paul Deschaumedé de Maisonneuve et Jeanne Mance, a bientôt adopté la traite de fourrure comme activité principale. Maisonneuve et son groupe, constitué d'une cinquantaine de colons, ont alors dû affronter une succession tumultueuse de conflits, car plusieurs peuples autochtones s'est disputé les contrôles de l'approvisionnement en fourrure. Un état de guerre permanent avec les Iroquois a donc marqué les premières décennies d'existence de Montréal. C'est quand même important de savoir l'histoire, de connaître l'histoire où on est en train de vivre, car c'est ça, l'histoire fait partie de la vie de chaque être humain. Et comme on le dit toujours, si tu ne sais pas, si tu veux savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens, mais aussi savoir où tu es présentement. Donc, en 1665, Louis XIV a envoyé 1200 soldats français au secours de la colonie. Ces troupes ont attaqué les Iroquois l'année suivante. Ce n'est qu'en 1701 que la conclusion d'un traité majeur, la Grande Paix de Montréal, a favorisé une réconciliation permanente entre les Français, les Iroquois et une trentaine d'autres groupes autochtones. Développement. Contrairement à Québec, capitale administrative principale port d'échange avec la France, Montréal constituait une ville de l'intérieur. Elle est rapidement devenue le grand centre de la traite des fourrures. Coureurs de bois et voyageurs sont tous passés par cette ville, au même titre que René Robert Cavalier de la Salle, Daniel Duluth, Pierre Lemoine d'Iberville et Pierre Gauthier de la Vérandrie. Ces célèbres commerçants ou explorateurs ont parcouru méthodiquement les continents nord-américains à partir du golfe du Mexique jusqu'aux Rocheuses.
Ils ont établi un réseau des postes et des traites afin d'assurer l'approvisionnement des Montréal en fourrure. La traite des fourrures reposait sur les travails de peuples autochtones, mais créait très peu d'emplois à Montréal. Une forte dépendance envers cette industrie unique et faible et à faible production agricole au sein de la région ont ralenti dès les débuts la croissance de la population. À la fin du XVIIe siècle, par exemple, la ville comptait à peine plus de 1000 habitants. Près d'un siècle plus tard, en 1789 par exemple, la population ne s'établissait qu'à 5500 âmes environ. Des institutions religieuses faisaient sentir leur présence au cœur de la collectivité. L'ordre des Saint-Sulpice figurait parmi elles. Il est demeuré propriétaire de la seigneurie de l'île de Montréal pendant près de 200 ans et a doté sa paroisse en prêtres. Construit en 1685, les séminaires de l'ordre se dressent toujours sur la place des Armes. Montréal s'est rendu aux forces britanniques en 1760 lors de la guerre des 7 ans. Plusieurs décennies après la conquête britannique, l'économie de Montréal continue de dépendre principalement de la traite des fourrures. Des marchands écossais comme Alexander Mackenzie, les frères Frobisher, Joseph Benjamin et Thomas, Simon McTavish ainsi que Duncan, Simon et William McGillivray. J'espère que j'ai bien prononcé, ont remplacé les commerçants francophones. Grâce à la mise en commun de leurs intérêts commerciaux, les Écossais ont créé la Compagnie du Nord-Ouest. Ils espéraient ainsi livrer une concurrence plus efficace à la Compagnie de la baie d'Hudson et prendre le contrôle de la traite de fourrure dans le Nord-Ouest. Malgré l'inconvénient de la distance, la Compagnie du Nord-Ouest, entreprise montréalaise, a prospéré jusqu'à son assimilation par la Compagnie de la baie d'Hudson en 1821. La traite de fourrure a joué un rôle important quant à l'influence de Montréal sur l'intérieur. Dès la fin du XVIIIe siècle, toutefois, le peuplement de la ville s'est mis à dépendre davantage de l'arrière-pays rural constitué de la plaine qui entourait Montréal et de certaines régions du Haut-Canada. Les grands afflux d'immigrants des îles britanniques qui a débuté en 1815 a accéléré ces processus. Donc là, vous comprenez un peu, c'était plus l'aspect historique de la ville. Là, maintenant, on va parler du paysage urbain. La ville de Montréal comprend l'île de Montréal et quelques petites îles environnantes. Plusieurs parcs riverains parsèment l'île et longent les canals de la Chine. Le Mont-Royal domine les paysages montréalais. Il a déterminé son schéma de peuplement pendant nombre d'années. Après une période d'essai passée à Pointe-à-Caillère, pointe des terres situées au confluent du Saint-Laurent et d'une petite rivière, Paul Deschamédé de Maisonneuve, fondateur de Montréal, il faut retenir son nom, a éloigné la ville de la rivière en la laissant réaménager dans un endroit plus élevé, 25 mètres, près de la place d'Armes. Ce site est devenu l'emplacement du vieux Montréal. Le mur qui l'entourait entre 1718 et 1744 a été démoli au début du 19e siècle. Il resterait très peu de traces visibles de la première colonie française. Parmi quelques rares exceptions, citons les séminaires de Saint-Sulpice érigés en 1685 et les châteaux Ramsay. Cette résidence a été construite pour Claude de Ramsay, gouverneur de Montréal, en 1705. La plupart des vieux bâtiments encore existants datent du 19e siècle. Les résidences cossues du quartier ont cédé la place à des magasins, à des entrepôts et à des immeubles de bureaux. Pendant longtemps, les rues Notre-Dame et Saint-Jacques ont borné les centres-villes de Montréal. Depuis 1960, toutefois, un nouveau centre-ville s'est formé le long du boulevard René-Lévesque, connu sous le nom des boulevards Dorchester avant 1987. Cette artère est bordée des gratte-ciel et la place Ville-Marie, édifice cruciforme de 45 étages inauguré en 1962, correspond au plus célèbre d'entre eux. L'expansion du centre-ville a occasionné les remaniements de Montréal.
Bon nombre des bâtiments historiques ont été démolis. D'anciens quartiers résidentiels ont subi une altération radicale et des milliers de résidents à faible revenu ont été déplacés. Entourant les centres-villes, des quartiers dont la création remonte au début du XXe siècle, enregistrant la densité résidentielle la plus élevée de Montréal. En général, leurs maisons de 2 ou 3 étages sont bâties en rangées. Plusieurs d'entre elles sont dotées du célèbre escalier extérieur, marque des commerces de l'architecture montréalaise au cours de cette période. Les quartiers aisés nichent sur les hauteurs du Mont-Royal, en particulier les arrondissements Westmount ou Outremont, qui comportent plusieurs parcs, des manoirs impressionnants et d'élégants édifices publics. Les parcs du Mont-Royal et 2 cimetières, Mont-Royal et Notre-Dame-des-Neiges, sont aménagés sur les sommets principaux de la montagne. Vers le nord, la forme imposante du stade olympique, qui a été créé en 1976, domine les quartiers Maisonneuve. Et par rapport à la population, depuis le milieu du 19e siècle, Montréal a connu 3 décennies distinctes d'essor rapide, 1851, 1861, 1901, 1911 et 1951 et 1960. Et aujourd'hui, les personnes ayant les Français comme langue maternelle constituent la majorité de la population de la ville de Montréal, soit 53,4%. Les personnes de la langue maternelle anglaise représentent 15,1% des résidents de la ville, alors que celles ayant une langue maternelle autre que le français ou l'anglais représentent 36,8%. Vous pouvez retrouver l'histoire de la ville de Montréal sur les sites de l'encyclopédie canadienne. Désolé, The Canadian Encyclopedia.ca. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Moi, ça m'a fait un plaisir de vous raconter brièvement l'histoire de la ville de Montréal. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, partagez et surtout, restez connectés chez Andy Longan, créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.